À PME en action, aujourd'hui, on va voir quels sont les différents types de négociateurs auxquels vous pourriez avoir à faire face un jour. C'est le sujet d'un article qui a été publié sur LIM, le blog de la communauté d'affaires, par notre invitée Linda Valade, qui est synergologue, fondatrice de Verum. Bonjour, madame. Bonjour, M. Quentin. Ah, les négociateurs. Des fois, on a l'impression que c'est comme des matchs de boxe ou c'est des matchs de lutte, hein? Mais je ne sais pas si c'est la bonne façon de voir ça. Absolument pas. En fait, ce qu'on suggère, c'est vraiment d'avoir des négociations d'égal à égal. Par contre, on sait bien que dans la négociation, c'est un feu roulant et souvent, l'émotion va faire surface. On a peur de ne pas obtenir ce qu'on veut ou de perdre des avantages. Donc, l'émotion qui arrive va nous projeter dans des figures qu'on appelle des figures d'autorité. Donc, il y a quatre positions qu'on peut occuper en négociation. La meilleure serait celle où on négocie d'égal à égal, mais sinon, on va se retrouver soit devenir dominant. Donc, Autrement dit, la peur que la négociation ne fonctionne pas, oui, qu'on n'obtienne pas ce qu'on veut, qu'on se fasse avoir peut-être, la peur qui est là, oui, va transformer notre comportement? Oui, et de façon inconsciente. C'est ça qui est intéressant. Et quand on connaît, en fait, les figures, je vais vous les nommer, quand on connaît ces figures d'autorité-là, on est capable de les percevoir grâce au langage non-verbal. Parce que même si la personne se tait verbalement, on sait que son corps continue à communiquer et on peut percevoir, dire, oups, la personne se dirige vers une des trois figures et pouvoir réagir pour pouvoir ramener la personne devant nous dans une négociation, dans une relation de confiance où on peut négocier. Là, chasser cet élément de peur-là qui entraîne un comportement qui n'est pas normal, pas naturel en tout cas. Pas efficace. Et vous avez dit trois, hein? On en a identifié trois types de négociateurs, on va dire. Quels sont-ils? Mais en fait, on va nommer le dominant. La personne qui se positionne au-dessus de vous, dans sa gestuelle, on peut la reconnaître. Elle va souvent prendre la hauteur, peut-être se recadrer, le menton peut se relever. On va voir que la personne commence à vouloir dominer. Le corps peut se projeter même vers vous. C'est une personne qui a de l'intention. Donc, on est en position dominante. Alors, si on reconnaît ce que vous venez de mimer, là, ça veut dire, ah, là, j'ai un dominant devant moi, là, il s'est mis en position de force par rapport à moi. Exact. Et souvent, c'est inconscient. C'est pas nécessairement qu'on veut dominer, mais la peur va nous amener là. Et si on est en fait observateur, on peut ramener la personne dans une zone. Alors, soit on peut être aussi méfiant, donc vigilant. Ça, c'est un autre style, le méfiant. Oui, exactement. Alors, lui, comment on le reconnaît, lui? En fait, c'est facile. Vous allez voir, la personne va se distancer. Elle veut couper le lien, en fait. Elle veut se sortir de la relation. Là, se tourne un peu. Oui, vous pouvez voir, la jambe va se refermer de l'autre côté. Soudainement, elle va vous regarder de l'œil droit. La bouche va rester fermée entre les propos. Les réponses vont être plutôt courtes. La personne peut même aller jusqu'à fermer les bras. Donc, l'idée, c'est on devient méfiant, on veut s'éloigner. On a peur, on s'éloigne. Alors ça, ce comportement-là est toujours amené par cette peur d'avoir une négociation qui ne sera pas fructueuse. Ça ne veut pas dire que cette personne-là est vraiment comme ça, mais c'est sa réaction, sa façon de vivre ça. Le méfiant, le troisième, c'est lequel? En fait, le troisième, moi, je l'appelle l'hyper-conciliant. On peut l'appeler aussi le syntonique. C'est la personne qui se positionne en dessous de vous, qui soudainement dit oui à tout. Vous lui proposez, tout ce que vous proposez, c'est oui. C'est un petit peu dans la forme de séduction, dans le sens que la personne va s'approcher de vous, elle va acquiescer à vos demandes, mais ce n'est pas sain dans une négociation. On est là toutes les deux pour échanger. Alors, si vous voyez que la personne, soudainement, elle est trop conciliante, ça peut vous mener à dire, je vais devoir la rassurer pour l'amener à évoquer, en fait, ses attentes. Parce qu'à la base de tous ces comportements-là que vous venez de décrire, qu'on peut reconnaître par une gestuelle particulière, c'est la peur de l'échec dans la négociation. Alors, il faut vaincre cette peur-là pour ramener la personne qu'on a devant soi à son naturel. Mais en fait, pour être conscient que ça existe, il faut la percevoir, pour la ramener avec nous, parce que si on n'en est pas conscient, malheureusement, le corps de l'autre nous parle et va nous projeter, nous aussi, dans une autre figure d'autorité. Supposons que vous vous positionnez au-dessus de moi. Ça se pourrait que j'ai peur et que je devienne méfiante. Fait que, vous voyez, on s'éloigne un de l'autre et c'est pas ce qu'on veut. Mais si je me rends compte, là, j'ai affaire à un négociateur de type dominant, par sa gestuelle. Qu'est-ce que je fais pour inverser ça? OK. C'est intéressant. En fait, vous allez le rejoindre. Vous allez lui démontrer. Alors, moi aussi, je commence à... moi aussi, je fais le poids, mais ce que je souhaite, c'est qu'on travaille en collaboration. Donc, il faut aller rejoindre l'autre parce qu'il se positionne au-dessus, on le rejoint et on dit, on va travailler en collaboration. Un petit peu le théorème d'Axelrod.
OK, donc je suis ton égal. C'est le message qu'on passe. Et là, on peut commencer à négocier sans avoir peur que ça ne fonctionne pas ou qu'on se fasse avoir. Exact. Si on fait ça avec lui, le méfiant, on fait quoi, lui, pour le rassurer? Bien, lui, en fait, il a coupé le lien entre nous deux. Donc, l'important, c'est de lui rappeler qu'on est ici pour travailler en collaboration, qu'on a des intentions communes et on va obtenir une meilleure négociation si on travaille donc, on rétablit le lien. Exact. Et puis le troisième, là, celui qui était trop conciliant? Oui, bien lui, en fait, il faut lui faire comprendre que son opinion est importante, qu'on a besoin de connaître vraiment sa position, de le valoriser pour l'amener, parce que lui se positionne en dessous, donc on va le ramener à notre égard. Alors donc, c'est comme ça qu'on fait en sorte que des négociations qui, au départ, iraient peut-être nulle part ou seraient mal amorcées, on les ramène dans ce niveau d'égalité-là et chasser cette peur de l'échec de la négociation. C'est quand même assez complexe, cette histoire-là, mais on découvre des choses, parce que j'en ai déjà vu des comme ça, et des comme ça, vous savez. Merci beaucoup, Mme Valade. Vous restez avec nous pour le prochain segment, bien sûr, de notre émission. On fait une courte pause, mesdames, messieurs, on revient tout de suite après. Comment réagir lorsqu'un chasseur de tête vous a dans son collimateur? Fanny Noiseux, qui est directrice du recrutement bien des consommations chez Saint-Amour et Associés, c'est une importante agence de recrutement, s'est intéressée au sujet. Elle a écrit d'ailleurs un article sur LIM, justement, là-dessus, parce que, bonjour, les gens se demandent des fois, on est au travail, par exemple, puis là, le téléphone sonne, puis c'est un chasseur de tête, un recruteur. Je ne sais pas où il a entendu parler de nous, mais il s'intéresse à nous. Et là, on pourrait mal réagir, peut-être, parfois. Oui, effectivement. Notre travail, nous, c'est que nous avons une méthode, disons, très perfectionnée. Et lorsqu'on contacte une personne, c'est souvent qu'on a eu un mandat d'un client pour un poste spécifique, donc qu'on ne retrouve pas sur le marché. Alors, je peux vous donner des exemples. J'ai eu un mandat dernièrement, c'était vraiment e-commerce, mais key account, donc directeur de compte. Et souvent, quand on entend tout ce qui est commerce électronique, on va penser à marketing et digital, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc, on a vu beaucoup la tendance en Europe vers les postes de e-commerce qui vont travailler sur des plateformes comme Amazon.com, Costco.com. Alors, c'est des postes très spécifiques et ça prend vraiment des compétences. Des critères bien spécifiques. Effectivement. Ouais. Effectivement. Donc, la personne, souvent, va réagir, premièrement, sont très surpris qu'on les contacte, que ce soit via les réseaux sociaux ou autres. Ils se demandent où est-ce que vous avez eu mon nom, comment ça se fait que vous savez ce que je fais, hein? On doit se poser des questions comme ça. Parfait. Bien, des fois, on fonctionne sur LinkedIn, qui est vraiment, on peut aller chercher la personne, ou tout simplement, lorsqu'on contacte un candidat, parce qu'on a une très, très bonne base de données aussi, et un très bon lien de confiance avec ces gens-là, ils peuvent nous faire du référencement. Alors, ils vont nous mentionner, bien, écoutez, appelez un de mes amis qui est chez L'Oréal, exemple, ou autre, je donne un exemple comme ça. Là. Donc, c'est vraiment là que c'est de cette façon-là qu'on va communiquer avec les gens. Et les gens vont réagir, souvent ils vont dire, ben oui, je suis intéressée justement. Ça tombe bien. Ça tombe bien parce qu'il va y avoir des coupures où la philosophie ou la culture de l'entreprise ne me convient plus. Alors ça, à ce moment-là, disons que c'est un bon moment pour nous et pour le candidat. Quand on dit le timing est là. Par contre, il y a d'autres personnes qui vont réagir beaucoup plus froidement, ils vont se dire, comment ça vous avez eu mon nom? Parce que souvent, ils ont peur de la confidentialité et parfois même, ils ne répondent pas justement à nos courriels ou à l'appel. Et ça, c'est malheureux parce qu'un chasseur de tête, on est là vraiment pour être un partenaire à long terme pour le développement de la carrière des gens. Parce que quelqu'un peut être bien dans son travail, reçoit un appel d'un recruteur, il dit « Moi, ça ne m'intéresse pas, je suis très bien ici », puis c'est là qu'on se ferme. Mais si je vous comprends bien, c'est peut-être pas une bonne idée. Ça serait peut-être bon de garder un contact. Exactement. C'est pas une bonne idée parce que le marché est en mouvement continuel. Les besoins changent. Vous pouvez le voir là, au niveau économiquement, là, les fusions au niveau de l'alimentation ou autre. Alors, les gens ne sont pas à l'abri. Souvent, ils vont me dire « moi, ça fait 22 ans, je suis au même poste. » Mais justement, ils vont souvent couper dans ces salaires-là pour aller chercher des gens qui vont payer beaucoup moins cher, qui vont
vont pouvoir former un nouveau manager, va pouvoir former la personne, le nouveau ou la nouvelle candidate qui va rentrer. Alors moi, je dis toujours aux gens, soyez ouverts. Et encore un exemple qui était arrivé justement d'une personne qui était dans une multinationale et qui avait fermé sa porte, disons, à l'appel qu'on lui a fait. Et il m'a rappelé 3 mois plus tard, il avait perdu son poste. Alors qu'il aurait pu rester en contact avec vous tout ce temps-là. Déjà, il y aurait une partie du travail de fait, vous auriez pu le connaître davantage. Donc, ça a été du temps de perdu pour lui. Mais vous avez parlé de la confidentialité. Peut-être qu'il y a des gens qui sont mal à l'aise, ne voudraient pas que ça se sache qu'un chasseur de tête a approché cette personne-là, ne voudraient pas que son patron actuel sache ça. De ce côté-là, il y a des assurances, là. Bien, moi, je vous rassure, M. Quentin, parce qu'on a vraiment le code de déontologie en tant que firme de recrutement. Il y a un code. Il y a un code, effectivement, et si nous ne respections pas la confidentialité, ça ne ferait pas 40 ans que Saint-Amour existe. Alors, c'est certain que nous avons une excellente réputation et on le mentionne autant du côté du candidat que du client lorsqu'on lui soumet le curriculum vitae ou le nom de la personne, toujours bien entendu avec le consentement du candidat. C'est certain que ça reste confidentiel. Comparativement peut-être à d'autres agences qui vont fonctionner, malheureusement. Il y en a qui ont eu des mauvaises expériences, parce qu'on appelle ça un petit peu la course du CV. Donc, il y a des gens qui, malheureusement, dans le milieu, vont acheminer des curriculums vitae sans demander le consentement du candidat. Et il y en a qui ont eu, par expérience, avec des candidats qui m'ont fait part, Fanny, j'ai perdu mon emploi, malheureusement, à cause d'une telle situation. Alors, ces gens-là sont beaucoup plus méfiants. Et notre rôle à nous, en tant que recruteurs, chasseurs de tête, c'est vraiment de le mettre, on développe un lien de confiance avec eux, on les sécurise, et c'est un partenariat. Donc, souvent, je leur dis, écoutez, vous allez peut-être être mon client plus tard. Donc, c'est important d'avoir une relation de confiance. Et moi, je suis un outil, il faut me voir vraiment comme une valeur ajoutée, que je suis là juste pour faire grandir, qu'ils puissent prendre de l'expansion et ouvrir ses horizons au niveau du cheminement professionnel. Et pour vous, plus vous avez de candidats potentiels, même si ce n'est pas pour tout de suite, il y aura peut-être une demande d'un client plus tard. Vous avez tous ces candidats qui sont là, donc vous pouvez satisfaire plus rapidement les besoins, l'embauche d'un client. Donc, c'est bon pour tout le monde, finalement. Exactement. C'est gagnant pour tout le monde, effectivement. Merci beaucoup de nous en avoir parlé, Mme Noiseux. Merci à vous deux. Merci à vous. On va faire une courte pause, mesdames, messieurs. On reprend tout de suite après à la chaîne Argent.